Monsieur, bonsoir. L'Afrique est souvent perçue comme un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Pourtant, c'est une population jeune, des ressources vitales pour la transition verte et une prise de conscience souverainiste. Le continent entend bien reprendre la main, mais dans ce monde multipolaire, l'Afrique restera-t-elle un acteur ou restera-t-elle un objet convoité? Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir, et c'est toujours un plaisir de venir partager des sujets aussi importants avec l'ensemble de vos téléspectateurs. Avec plus de 60% de la population âgée de moins de 25 ans et des taux de croissance parmi les plus élevés au monde, l'Afrique est souvent présentée comme le continent du futur. Pourtant, cette jeunesse est aussi confrontée au chômage de masse et à l'immigration. Cette démographie est-elle une bombe à retardement ou le plus grand atout pour que l'Afrique prenne enfin son destin en main? Je considère que le boom démographique sur le continent africain constitue, pour ma part, un très grand atout. Maintenant, ici, la nuance est celle de faire savoir que ce boom-là peut tout autant être quelque chose de dangereux pour le continent africain si on le considère comme étant quelque chose de fâcheux pour l'émancipation, le développement de l'Afrique. Comment maintenant constituer que ce boom démographique avec une population majeure, majoritairement jeune, soit, n'est-ce pas, un atout et non un frein au développement de l'Afrique? Il faille travailler sur l'idéologie de cette population-là. Quand on observe, n'est-ce pas, l'idéologie ou bien alors la matrice de pensée, n'est-ce pas, du citoyen africain, on est en droit de s'interroger quant à savoir si les enjeux politiques et le jeu géopolitique est quelque chose qu'il partage avec l'évolution du monde. Les questions qui arrivent, n'est-ce pas, à sa connaissance, vous les avez énoncées dans votre propos en guise de questionnement, c'est la migration, l'immigration, la quête d'un bonheur ailleurs, pour ne pas dire autre que sur le continent africain. On voit bien que cela naît du fait que les populations majoritairement jeunes sur le continent africain font face à des défis majeurs qui les écartent de la pensée et les plongent dans la panse. Non pas pour faire un jeu de mots ici, mais c'est pour montrer ici que nous sommes, si on doit prendre en référence la pyramide de Maslow, nous sommes encore dans les besoins primaires, la satisfaction des besoins primaires. Et donc, sur cette base, je considère que ce boom démographique est un fléau pour l'émancipation de l'Afrique. Dans la mesure où le confort qui doit garantir, pour ma part, la réflexion stratégique n'est pas encore atteint. Il est nécessaire pour ce dernier de d'abord satisfaire la panse afin d'arriver à une certaine sécurité et un certain confort. Je ne parle pas encore de l'édification de sa propre personne ou alors de sa personnalité. Et donc, vous conviendrez avec moi que ce besoin d'immigrer constitue un fléau pour le développement de l'Afrique, dans la mesure où on se dédouane des prérogatives qui sont les nôtres pour prêter allégeance à des puissances qui voient l'Afrique sans les Africains. Et donc, quoi de mieux pour eux que de magnifier, n'est-ce pas, l'immigration choisie, ou alors la migration choisie,
pour, n'est-ce pas, s'accaparer les génies africains, afin que ceux-ci soient sous leur coupole pour mettre en branle leur procédé de domination et de colonisation en guise de perpétuation de cette volonté-là, mais non plus avec la présence hexagonale, mais plutôt avec la présence africaine formatée selon la logique occidentale. Et donc vous voyez ici que le boom démographique africain peut être lu selon une double posture que je viens de mettre en lumière ici, qui, pour ma part, devrait, n'est-ce pas, nécessiter un sursaut d'orgueil afin que chaque citoyen, j'espère qu'on reviendra là-dessus, pour, n'est-ce pas, montrer la posture que devrait avoir le citoyen africain et non plus le citoyen ivoirien, camerounais et j'en passe, mais le citoyen africain au regard de l'évolution du monde pour qu'il se situe non plus dans sa situation géographique et personnelle, mais plutôt dans la sphère internationale, dans la sphère africaine et dans la sphère continentale, pour faire court. Et donc, il doit se situer dans son temps. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le citoyen africain se situe pour les desiderata qui sont les siens, à savoir fuir la famine. La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLESCAF, est en marche. Peut-elle réellement créer un marché unifié de 1,4 milliard de consommateurs et booster les échanges intra-africains, ou restera-t-elle un vœu pieux face aux rivalités régionales et au manque d'infrastructures? Vous savez, on a toujours eu sur le continent africain des rêves. Pour certains, ils étaient pieux. Pour d'autres, ils ont abouti à ce que nous appelons aujourd'hui l'Union africaine, qui reste toujours, si on se projette dans la vision des pères fondateurs, un rêve pieux. Parce qu'il ne satisfait pas pleinement, de mon point de vue, aux aspirations du citoyen africain quant à la pleine indépendance et la pleine émancipation du continent africain, dépourvu de tout oripeau qui pourrait venir nuire à son émancipation et à sa pleine satisfaction sur le continent africain et même sur la scène internationale. Et donc, cette institution-là ne répond pas, de mon point de vue, à cette obligeance-là, à cette obligation-là. Et donc, le rêve pieux de la ZLESCA, puisqu'il faille le nommer ainsi, naît du fait que les Africains, on va parler de façon prosaïque, ne croient pas, n'est-ce pas, en leurs propres institutions, ne croient pas en leur propre vision. Il faille, n'est-ce pas, l'adoubement de la communauté soi-disant internationale pour que, n'est-ce pas, ce citoyen africain se sente considéré et sente, n'est-ce pas, la volonté de l'Hexagone à considérer sa réflexion pour qu'elle soit vraie à ses yeux. Donc, il n'a pas confiance en ses propres institutions. C'est pourquoi vous voyez la réticence, n'est-ce pas, de certains pays quant à l'édification véritable, n'est-ce pas, de cette libre circulation de personnes et des biens sur le continent africain. Je m'en voudrais si je ne signalais pas ici, n'est-ce pas, la volonté manifeste du président Kagame quand il avait brandi, n'est-ce pas, ce passeport africain qui aujourd'hui est lettre morte, qui devait, n'est-ce pas, matérialiser, n'est-ce pas, l'implémentation de la ZLESCA. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Est-ce à dire que le continent africain est quelque chose, ou alors est cette entité-là qui voit émerger des rêves, qui voit émerger des ambitions, qui voit émerger des volontés, mais la matérialité de ces choses-là ne peuvent prendre corps qu'avec l'adoubement de l'Hexagone. En d'autres termes,
Est-ce à dire que nous sommes dépourvus de toute faculté nous permettant d'édifier des choses capables ou alors à même de répondre aux aspirations de nos populations? Et donc les visions, il y en a. Les capacités, je doute fort. La volonté, il y en a. Mais elle est toujours caporalisée par l'appétit individualiste des uns et des autres, si on considère que le citoyen africain qui a migré vers un avenir incertain ou incertain ne reviendrait pas sur le continent africain pour ses propres beaux yeux. Il vient pour travailler au regard de l'institution qu'il envoie sur le continent, au regard du moulage qu'il a reçu, ou au regard des apprentis qu'il a reçus, pour, n'est-ce pas, répondre à des besoins qui ne correspondent pas véritablement à ce que le continent africain a besoin. Et donc, la ZLSK, ce rêve-là, serait matérialisé si nous prenons conscience que cela va permettre à ce que l'Africain se sente appartenir à un continent qui le voit comme un citoyen, qui le voit comme un élément fondamental pour la réussite de ce projet-là, et non comme un élément qui va garantir les intérêts de ceux qui voient en l'émergence d'un nouveau marché sur le continent africain pour l'écoulement de leurs propres marchandises. Est-ce à dire que le continent africain est toujours vu comme une quête de débouchés, puisque l'industrialisation, peut-être on y reviendra, n'y est pas encore? Mais les convoitises des puissances externes, elle est bien présente. Chine, Russie, Turquie, Émirats, mais aussi États-Unis et Europe, toutes les puissances cotisent l'Afrique. Certains parlent d'un retour à une forme de partage, des influences dans ce grand jeu. L'Afrique a-t-elle vraiment la capacité de choisir ses partenaires ou est-elle condamnée à subir les rivalités extérieures au sous-sol? Ici, vous faites une projection que l'Afrique, si on doit l'observer de façon crue et drue, n'y est pas encore. L'unité africaine. Votre question ici pose les bases, n'est-ce pas, de cette réflexion-là. Quand est-ce que l'unité africaine sera une réalité? Et votre précédente question sur la ZLSK essaye de répondre à ce questionnement fort opportun. Dans la mesure où les différentes puissances qui viennent avec des volontés pour influencer le jeu politique et le jeu géopolitique sur le continent africain viennent, n'est-ce pas, pour rechercher des débouchés et consolider des positions qui leur seront favorables pour, n'est-ce pas, leur présence sur la scène nationale et internationale. Votre question essaye de mettre en lumière ici une solution qui, pour vous, si je vous fais réfléchir au travers de votre question, est celle de l'unité africaine. Posons un diagnostic tout simple et constatons avec véhémence que le continent africain est continent unifié, mais désuni dans les idéologies, désuni dans le partage de 1884 qui peine aujourd'hui à trouver une reconquête de son unicité. Et j'en veux pour preuve encore le conflit au niveau du Cameroun. On ne manquera pas de le citer au nord-ouest et au sud-ouest, qui fragilise une fois encore les idéologies sur l'unité africaine. On se voit en chien de faïence, non pas au regard des différents États, mais au regard des différentes communautés. L'exacerbation du tribalisme, et j'en passe. Vous voyez ici que l'unité africaine fait son chemin, mais l'aboutissement qui viendrait solutionner bon nombre de problèmes n'y est pas encore. Et donc votre question ici nous plonge vers une prospection analytique qui nous aiderait à unifier les idéologies à telle enseigne qu'on se rend à l'évidence que l'unité de l'Afrique est la solution au regard des influences externes. Et ces influences-là ne viennent que sur le continent parce qu'elles ont vu en cet espace géographique-là la poule aux yeux d'or. Et est-ce
mal à penser que de dire que nous sommes dépositaires de quelque chose que nous ignorons au point de fuir, n'est-ce pas, cette richesse-là et de convoiter une richesse illusoire au niveau de l'Hexagone. Et les questions de migration et j'en passe sont, n'est-ce pas, les éléments fondateurs qui aideraient toute analyse à, à dire que nous sommes dépourvus de toute pratique réflexive quant à ce que quand nous agissons que pour nous agissons que pour nos ambitions personnelles, nous agissons que pour piller nous-mêmes le continent africain, nous agissons pour nous enrichir au détriment de l'enrichissement de l'Afrique. Et je m'inscris en faux dans cette logique-là, et je vois bien l'unité africaine comme étant la solution face aux influences externes qui ne convoitent que le continent africain pour, n'est-ce pas, l'écoulement de leurs marchandises comme ce fut dans le passé. J'en veux pour preuve les accords des APE qui aujourd'hui sont sur le continent africain, mais ne profitent aucunement aux institutions africaines. Il y a le Global Gateway aussi. Le Global Gateway est dans sa phase d'implémentation, mais l'élément APE, c'est quelque chose qui a déjà été matérialisé et qui montre que, selon les données, le flux des marchandises connaît un gap dans la transaction Europe-Afrique. Mais si je vois en propos, je prends pour exemple ici la transaction Europe-Cameroun, on voit bien que la transaction, elle est plus fournie quand on va de l'Europe vers l'Afrique. Mais les entreprises camerounaises qui devraient aussi s'implanter sur le continent européen, au regard, n'est-ce pas, de cette manne économique ou commerciale que nous offrent les APE, ce retour, cette réciprocité n'est pas vraie. Est-ce du fait de l'Occident? J'ai envie de dire oui. Parce que si on prend la communauté économique européenne avec ses ambitions de moderniser, n'est-ce pas, les infrastructures africaines, c'était une volonté, nous a floué dans la mesure où elle n'a pas satisfait à cette obligation-là. Et donc, vous voyez ici que nous devons travailler pour garantir nos intérêts et non travailler pour continuer le pillage avec l'aide de l'Hexagone. Et donc, chaque citoyen doit, n'est-ce pas, se ressaisir et s'interroger sur sa position. Et je me répète à dessein, j'espère qu'on va parler, n'est-ce pas, de la position fondatrice que vous posez à la face de chaque Africain. Qui contrôlera l'Afrique? C'est une question fondamentale que chaque Africain devrait aujourd'hui se poser. Et donc, on ne peut que considérer que les influences extérieures qui viennent avec leurs marchandises pour trouver, n'est-ce pas, écoulement sur le continent africain, c'est de bonne guerre. À nous de nous mobiliser et constituer, n'est-ce pas, cette unité africaine-là et industrialiser l'Afrique afin nous aussi, de nous déporter, non plus en termes de migrants, mais en termes d'Africains développés. Contrôlera le continent du futur. Le continent possède d'immenses réserves de lithium, cobalt, de terres rares, indispensables à la transition énergétique mondiale. Cette manne peut-elle devenir un levier de puissance et de négociation ou risque-t-elle de provoquer une nouvelle forme de malédiction des ressources où l'on naîtrait sans transformer localement? Je dirais que, au regard des acteurs que nous avons sur le continent africain à l'heure actuelle, c'est une malédiction que d'avoir cette manne sur le continent. Une malédiction, le Burkina Faso. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous verrez le cheminement que je prendrai ici pour montrer, ou alors tenter de démontrer que c'est une malédiction, pour la simple et bonne raison que l'accalmie n'est pas la chose la mieux partagée sur le continent africain. Pourquoi? Je ne pense pas que c'est du fait
de ces citoyens qui sont catalogués au niveau international comme dépourvus de toute richesse. Mais quand on consulte les données, n'est-ce pas, que ce soit de la Banque mondiale, du FMI, et j'en passe de toutes ces institutions-là qui ont les yeux rivés sur un continent dont la population ne connaît aucunement la richesse, mais baigne dans une pauvreté à nul autre pareil, cet espace géographique-là est riche. Ce contraste-là fait naître un appétit fondamental, non pas du côté de ce pauvre qui s'ignore, mais plutôt du côté de celui qui a la science à même de décortiquer les entrailles du territoire ou alors du sol et du sous-sol africain. J'ai même envie de convoquer ici les airs africains. Vous verrez ici que cette malédiction-là fait naître des appétits qui échappent à la connaissance, n'est-ce pas, du citoyen africain. Pour la simple et bonne raison que il est toujours dans ce que Maslow a défini dans sa pyramide, la recherche de la satisfaction de ses besoins primaires. Même celui qui est allé au contact, n'est-ce pas, de la connaissance et qui s'en est abreuvé, revient sur le continent africain, non pas pour galvaniser ou alors édifier ceux qui sont restés sur le continent africain, mais il revient en colonisateur. Et ce retour sur le continent africain avec cette ère de colonisateur fait naître deux comportements à mes yeux. Un, celui du rejet, ou alors celui de la soumission, n'est-ce pas, aux besoins de celui qui considère qu'il a la science infuse. Au point de convoquer même déjà, parce que les ambitions de développement vues par l'Occident ne rencontrent pas cette réalité-là, il convoque, lui, le besoin de recolonisation du continent africain. Vous voyez ici que c'est une malédiction que d'avoir toutes ces richesses-là. Vous avez convoqué le président Traoré qui fait pour certains de bonnes choses, pour d'autres de moins bonnes choses, mais j'ai envie de dire qu'il est en guerre. Il est en guerre sur son territoire, qu'il ne gouverne aucunement dans sa totalité. Il est en partage de pouvoir avec des terroristes qui essayent de s'accaparer certaines parties de son territoire. Il est dit, selon certaines études, que ces terroristes sont pour la plupart financés par ces mêmes puissances qui ont des yeux sur les richesses africaines qu'ils aimeraient s'accaparer. Vous faites allusion à la France. J'ai envie de convoquer ce pays maudit, j'ai envie de dire ce pays maudit, non pas pour faire offense à votre chaîne que je salue déjà, n'est-ce pas, le professionnalisme. Ce pays maudit du fait, n'est-ce pas, de cette monnaie nazie qui continue de perdurer sur le continent africain. Et donc, Macron a dit en son temps que celui qui voulait sortir du franc CFA avait la liberté de le faire. Ah, c'est comme un parent qui dit à son enfant, si tu as envie de sortir de la maison, tu es libre de le faire. Le parent, cet adolescent entêté et têtu, n'a pas connaissance, peut-être que le papa a caché le fouet derrière. Il essaye de passer la porte et le papa barricade sa maison et lui dit « va te battre ». C'est peut-être ce paternalisme-là que nous avons peur d'affronter. Nous avons peut-être non pas des ressources pour l'affronter, mais la niaque. Pour y arriver, il faille qu'on s'y fasse. Et dans ce paternalisme-là, je suis du fait de cet enfant rebelle qui doit, n'est-ce pas, prendre le propos du président Macron à la lettre et de l'appliquer dans son entièreté. Si vous avez des dirigeants de la tranche de l'âge que nous avons aujourd'hui qui sont émancipés de toutes ces questions-là, je pense que la lecture ne serait pas la même. Mais nous avons sur le continent africain des présidents qui n'ont pas cette rupture totale avec l'Hexagone, qui souhaitent continuer dans leurs propos, on peut l'entendre,
des relations de fraternité, des relations de solidarité lointaine, les relations historiques. Je ne sais pas l'histoire que nous avons en partage avec la France, si ce n'est la colonisation. Et donc, vous voyez ici que le discours sur le continent africain forme la logique de pensée. Et cette logique de pensée sur le continent africain est même soumisante, dans la mesure où nous qui avons bravé, n'est-ce pas, la science, nous adoptons un discours pour minorer, n'est-ce pas, le comportement du colon sur le continent africain, quant à ce qu'on a des lectures prospectives d'un développement qui aurait dû arriver parce qu'un certain président aurait fait 43 ans au pouvoir et que ce développement n'y est pas. Mais la pensée, pour ma part, est d'abord l'élément fondamental qui consolide, n'est-ce pas, les horizons et la vision de tout développement. Ici, si vous soumettez, n'est-ce pas, à des idéologies qui construisent la peur pour, n'est-ce pas, vous cheminer vers un développement comme ce que nous connaissons aujourd'hui au niveau de l'Iran, où on veut cheminer des peuples vers un horizon qui est plutôt états-unien et non pas un horizon qui a été choisi par des peuples ou des populations de cet espace géographique qu'on appelle l'Iran. On arrive à des situations où c'est la domination hexagonale qui gouverne vos institutions et non vos horizons de pensée qui aident à ce que vous vous émancipez de toute influence étrangère. Pourquoi l'Amérique, l'Américain se sent indépendant? Parce que sa logique de pensée est celle de dire l'Américain, c'est le maître, c'est le Dieu sur terre. Et donc, nous devons aussi arriver à cette logique de pensée-là. Mais force est de constater que certains dirigeants ne nous aident pas. Force est de constater que certains citoyens, eux aussi, ne font pas le travail d'émancipation individuelle pour arriver à ce que l'Africain doit être face à son propre destin et contrôler le continent africain. Et donc, votre question, pour faire de façon simple, nous avons des influences qui arrivent. Il faille que nous nous émancipons au point de voir, n'est-ce pas, le continent africain être dirigé par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les générations futures, avec l'avènement d'une démocratie qui est basée sur, pour ma part, sur quelque chose de fondamental, à savoir l'émancipation du citoyen africain. Au-delà de ce partenariatisme du Sahel à la corne de l'Afrique, en passant par l'est de la RDC, l'insécurité, les coups d'État à répétition fragilisent des pans entiers du continent. Certains pays se tournent vers des mercenaires russes, on a connu Wagner, Africa Corps, ou des partenaires militaires ou des partenariats militaires avec la Turquie. Cette quête de sécurité par des moyens non occidentaux est-elle un signe d'affirmation souveraine ou une perte de contrôle au profit d'acteurs prédateurs? Non, c'est la naissance de quelque chose. C'est la naissance de quelque chose que... Et donc, ces événements chamboulent quelque peu la logique de pensée de certains Africains, que si vous parcourez quelque peu, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, vous vous rendrez à l'évidence que certains, aujourd'hui, voient en l'arrivée du président Tchani, du président Traoré, du président celui du Mali, Doumbouya, et j'en passe, comme des éléments fondateurs d'une nouvelle logique de pensée, où il est nécessaire de penser pour soi et par soi-même. Et donc, la défense et la souveraineté africaine ne peut être garantie que par les citoyens africains eux-mêmes. Et c'est ce discours-là qui est porté par ces citoyens et que le président, s'il faille le citer ici, le président Paul Biya avait compris il y a bien longtemps. En 2001, s'il faille situer historiquement, n'est-ce pas, la réorganisation, n'est-ce pas, et la professionnalisation de l'armée camerounaise. Et donc, on ne peut que se réjouir que en 2026, on a déjà quelque peu pris connaissance, n'est-ce pas, de ce que nous sommes, nous-mêmes, des acteurs
de notre déclin ou alors de notre propre émancipation. Et c'est en cela que les discours de la société civile, les discours des partis politiques, le discours de chaque citoyen doit, n'est-ce pas, s'inscrire dans une logique d'émancipation et de recherche de la pleine indépendance, n'est-ce pas, de nos peuples. Si on n'est pas au fait de ce que nous ne sommes pas pleinement indépendants, il est logique et il est plutôt commun de penser que nous ne pouvons aucunement connaître une certaine émancipation, puisque nous ne connaissons pas la véritable cause de notre sous-développement. Et donc, oui, les acteurs que vous avez cités ont créé quelque chose de fondamental. Et il faille que cette flamme-là, qui est née, n'est-ce pas, de la volonté des peuples, de certains peuples, la volonté de certains lutteurs panafricains qui ont vu que l'Afrique se meurt et il faille réveiller, n'est-ce pas, les esprits qui ont cheminé l'Afrique jusqu'à où elle se trouve aujourd'hui. Et chemin faisant, à trouver l'assentiment de ces valeureux soldats africains qui voient en la présence de l'Hexagone sur le continent africain comme étant quelque chose de fondamentalement néfaste pour son émancipation, quant à ce que la France, s'il faille la nommer, est un élément perturbateur du développement sur le continent africain. Et donc il faille travailler pour que cette France-là soit non pas boutée hors du territoire africain, mais plutôt travailler à ce que l'intimité, par le truchement de son président qu'elle essaye de mettre en place sur le continent africain, connaisse non pas quelques problèmes, mais connaisse un refus manifeste de la part des citoyens qui ont compris que le jeu et les enjeux, c'est quelque chose qui gouverne, n'est-ce pas, le monde international. On y reviendra. La CEDEAO et l'Union africaine peinent à faire respecter leurs décisions face au régime militaire. Les institutions continentales sont-elles trop faibles pour garantir la stabilité ou assiste-t-on à la renaissance des souverainetés nationales qui rejettent toute ingérence, même africaine? Vous savez, je prendrai ici pour référence, n'est-ce pas, l'institution qui devrait caporaliser tout ce qu'on appelle institution internationale. Je vais nommer ici l'ONU. L'ONU est cette institution-là qui devrait garantir, n'est-ce pas, la souveraineté de chaque citoyen. Sauf que l'ONU ici garantit la souveraineté des peuples à s'autodéterminer. C'est dire que si on connaît aujourd'hui au Cameroun, n'est-ce pas, le remous-ménage que nous avons au nord-ouest et au sud-ouest, où une frange de la population estime qu'elle est marginalisée au point de soumettre sa volonté d'autodétermination, le pays en question n'a aucunement le droit de dire que je vais appliquer, n'est-ce pas, ma pleine souveraineté sur ce territoire-là, parce que ça vient, n'est-ce pas, de la population. Donc ici, ça c'est une logique du plus fort qui l'applique au plus faible pour supporter un projet politique, géopolitique et géostratégique qui tend à diviser les peuples pour former de nouveaux territoires et caporaliser les ressources du continent africain. J'en veux pour preuve ici la situation au niveau de la Russie et de l'Ukraine avec les territoires qui ont manifesté, n'est-ce pas, leur volonté de rejoindre la Russie. Aujourd'hui, ce n'est pas reconnu par l'ONU. Et donc, vous voyez que ces institutions-là agissent selon une certaine volonté. Et cette volonté-là est caporalisée par la superpuissance, la suprapuissance, j'ai même envie de dire, la déification de la puissance sur Terre, les États-Unis. Et les États-Unis caporalisent cela au point où elles méprisent, n'est-ce pas, l'existence des organisations internationales qui doivent garantir la souveraineté des États. Les États-Unis balaient d'un revers de la main votre souveraineté au point où nulle institution sur
sur Terre, ou encore moins sur Mars, viendrait lui dire vous êtes en porte-à-faux avec ce qui garantit, n'est-ce pas, les relations internationales. Et donc la souveraineté est quelque chose de mercantile aujourd'hui. On mercantilise la souveraineté dans la mesure où, si vous voulez être protégé, il faille faire allégeance aux États-Unis. Si vous voulez avoir une once de souveraineté, il faille faire allégeance aux États-Unis. Donc cette mercantilisation du concept de souveraineté fragilise, n'est-ce pas, l'avènement d'un monde qui, pour ma part, est en désuétude, est en porte-à-faux avec l'idéal que chaque individu voudrait, n'est-ce pas, de l'émergence d'un monde où chaque citoyen trouve son bonheur. Mais les intérêts font à ce que la souveraineté soit remise au banc des accusés. Et quand on parle d'intérêt, je ne vois aucunement une institution, fût-elle internationale, venir défendre la souveraineté d'un pays qui n'arrive pas déjà à sauvegarder ses frontières. Et donc, vous voyez ici que la mercantilisation de la souveraineté fragilise même déjà, n'est-ce pas, l'émancipation du continent africain, dans la mesure où nous sommes vus, et la perception que les autres ont sur nous, c'est que nous sommes des pays, du moins un continent riche, mais avec des pays ultra faibles. Ce que Donald Trump a d'abord qualifié de pays voyous. Et si vous êtes un pays voyou, qu'est-ce qu'on fait des voyous dans la société? Soit vous êtes incarcéré, soit vous êtes matraqué, soit vous êtes en prison, soit vous êtes, si vous n'avez pas connu fortune, vous êtes neutralisé, pour parler comme dans le langage militaire. Donc vous voyez ici que cette mercantilisation vous place sous le joug, n'est-ce pas, du bon vouloir de ce Dieu sur terre qu'on qualifie d'États-Unis. Mais force est de constater que l'avènement d'un monde multipolaire voulu aussi par ces pays-là, j'ai envie de nommer ici le président Paul Biya, qui magnifie, n'est-ce pas, la multipolarité. J'ai envie de nommer ici le président français, lui aussi, qui, dans cette situation de dominer, a vu, n'est-ce pas, une lueur d'espoir avec l'avènement d'un monde multipolaire au point de manifester, n'est-ce pas, une certaine satisfaction quant à son établissement sur la scène internationale. Et donc la multipolarité vient ici restituer, n'est-ce pas, la mercantilisation de la souveraineté qu'on a connue jadis. Et donc la souveraineté devient un pilier fondamental. Et je veux me départir, n'est-ce pas, de la lecture qu'on fait de la souveraineté de nos jours, à savoir avec la lecture d'un certain Rousseau. Rousseau, la lecture de la souveraineté qu'il fait, c'est dans la gouvernance, le transfert du pouvoir par le peuple. Or, la souveraineté a été théorisée dans ses débuts par Jean Bodin, ce penseur français-là, puisqu'ils en produisent des très bons d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas faire la fine bouche là-dessus. La France produit des très bons penseurs. Et il faut s'en abreuver, puisqu'il faut être ouvert à la science. Jean Bodin qui a théorisé, n'est-ce pas, le concept de souveraineté, dans la mesure où il dit « il ne se partage pas ». Et donc, si la souveraineté ne se partage pas, il ne faut non plus en abuser, et abuser aussi auprès de ceux qui vous l'offrent, cette souveraineté-là. C'est dire que la mercantilisation de la souveraineté au niveau international que nous connaissons avec, n'est-ce pas, les États-Unis et toutes ces puissances-là, et l'exercice de la souveraineté sur le continent africain rencontre des quiproquos qui font naître ce que nous avons sur le continent, des conflits, parce que nous n'avons pas des dirigeants à la hauteur de la tâche présidentielle. Qui contrôlera le continent africain, le continent du futur, la souveraineté culturelle et financière. Outre des ressources et de la sécurité, la question du contrôle est aussi intellectuelle et monétaire. On parle beaucoup du franc CFA, de l'émergence de pensées afrocentristes ou panafricanistes. Concrètement, l'Afrique peut-elle aujourd'hui se permettre une véritable décolonisation mentale et financière, ou ces débats sont-ils réservés à une élite déconnectée des réalités du terrain? L'élite, il faut le dire, il ne faut pas faire la fine bouche ici, l'élite a créé quelque chose de fondamental sur le continent africain.
elle s'est accaparée, n'est-ce pas, les idéologies, au point de se constituer en élite directrice de pensée sur le continent africain, au point où le fourvoiement ou bien la soumission mentale qu'elle a connue avec son brassage culturel au niveau occidental a fait naître ce comportement-là sur le continent africain, au point de devenir ce colonisateur à la peau noire sur le continent africain. Et donc ce colonisateur-là vient avec des ambitions, non pas pour faire émanciper le continent africain avec, n'est-ce pas, toute sa culture. Il vient pour transmuter la culture africaine, pour la faire ressembler à celle qu'il a connue et qu'il a acceptée de son plein gré. Et donc vous voyez ici que l'élite africaine a construit une logique de pensée qui est en déphasage et qui ne crée pas cette alchimie que les élites doivent essayer de créer quant à ce que la direction qu'ils essayent de donner à la population est comprise de tous. Ici, l'élite africaine est incomprise. Pourquoi? On peut s'interroger là-dessus. Pourquoi est-ce que l'élite africaine est incomprise? Tout simplement parce que, pour ma part, elle n'est pas en phase avec les aspirations de ce peuple-là qui, pour la plupart, recherche tout d'abord l'émancipation, recherche tout d'abord l'indépendance, recherche tout d'abord la pleine souveraineté, n'est-ce pas, de son espace géographique, au point de mettre en mal, n'est-ce pas, les velléités expansionnistes de certaines puissances internationales. Qu'est-ce que nous voyons avec nos élites qui sont honnies sur le continent africain? Je veux prendre ici pour exemple Capo Nubukpo, que je suivais quand il parlait du franc CFA, avec une casquette de panafricaniste qui voit, n'est-ce pas, en mal la présence du franc CFA sur le continent africain, qui, coopté par la francophonie, a connu, n'est-ce pas, un retournement de veste à nul autre pareil, au point d'être l'ambassadeur et le porte-parole, n'est-ce pas, non plus à la Ouattara, mais plutôt à la sauce que lui-même il a créée, au point de dire que le franc CFA est quelque chose de bien pour le continent africain. Vous voyez cette chronologie-là, contradictoire de comportement, fait naître du doute quant à ce que est-ce qu'il faille faire confiance à ces charlatans qui viennent nous raconter des choses qu'ils auraient dû étudier sur le continent africain, mais ils sont allés en hexagone pour faire aussi cette science-là, mais qui n'appliquent pas quand ils retournent sur le continent africain. Et donc c'est cette dualité-là qui a fait naître une double élite sur le continent africain. Il y a une élite marginalisée parce qu'elle n'est pas au pouvoir et parce qu'elle n'a pas la parole, une élite qui porte en elle-même les germes de ce que l'Occident veut implémenter sur le continent africain. Et c'est celle-là qui a pignon sur rue. Et que les citoyens n'ont pas forcément en partage l'idéologie. Et donc, vous conviendrez avec moi que cette élite doit être boutée hors d'état de nuire afin de voir émerger une élite qui porte en elle-même, n'est-ce pas, les véritables combats que devrait mener un peuple soumis, un peuple dominé, un peuple dépourvu de toute indépendance, au point de faire émerger un leader d'opinion qui va, n'est-ce pas, mener ce peuple-là vers une libéralisation totale. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que le comportement même de ces peuples-là est aussi en porte-à-faux avec les différents combats que devrait mener un peuple dominé, dans la mesure où il a faim, il n'arrive pas à se nourrir convenablement, il est toujours dans la pyramide de Maslow, et donc dépourvu de tout sacrifice individuel, au point où il est abandonné à lui-même, il n'arrive plus à faire les efforts pour que son lendemain meilleur soit changé. Et donc,
il est nécessaire que les leaders d'opinion qui constituent l'élite africaine aujourd'hui se ressaisissent et prennent à bras le corps, n'est-ce pas, les différents enjeux et les jeux au niveau international, au niveau national, et répondent, n'est-ce pas, aux aspirations des différents peuples qu'ils ont sous leur coupole, afin que le continent africain soit libéré de toute... Justement, on assiste à un renouveau des études africaines et à une demande de réécriture de l'histoire depuis un prisme africain. Cette bataille des imaginaires est-elle fondamentale pour construire un projet politique commun? Ou s'agit-il d'un luxe intellectuel quand les urgences sont l'emploi, la santé et l'éducation? Je pense que l'urgence n'est pas que l'emploi, la santé et j'en passe. Dans mon propos liminaire, j'ai dit, je considère que la vision ou la philosophie que chaque citoyen porte est fondatrice de son plein essor, de son plein émancipation, de son émancipation plutôt certain. Et moi, le développement ou quoi que ce soit ne peut aucunement être magnifié à bon escient si votre philosophie de vie ne rencontre pas ce qui vous est proposé. Et donc, la vision que ceux qui ont, n'est-ce pas, pour philosophie le développement, les gratte-ciel par-ci, les gratte-ciel par-là, ont sur le continent africain en termes de projection occidentale, je m'inscris en faux. Parce que pour ma part, il faille d'abord travailler les mentalités. Et c'est pourquoi le devoir de mémoire que vous convoquez ici avec les travaux d'historiens qui essayent de remettre au jour, n'est-ce pas, toutes ces questions-là qui ont fragilisé, n'est-ce pas, l'émergence d'une pensée africaine qui est revendiquée aujourd'hui d'ailleurs, montre que l'appréciation que nous faisons de nous-mêmes est quelque chose de chaotique. Je vais vous prendre quelques exemples. Si je considère que le Cameroun est un exemple probant, les chercheurs camerounais sont moins cités. On ne cite même pas du tout. Quand on fait la recherche sur le continent africain, vous allez entendre des citoyens camerounais vous dire il y a un chercheur occidental qui a écrit tel ouvrage sur la migration des peuples, ainsi de suite. Il y a un débat aujourd'hui sur TikTok sur les origines des peuples qui constituent le Cameroun. Des chercheurs camerounais, professeur Ouunangini, Paul Pondy, ainsi de suite, ont travaillé sur cette question en termes de coculturalité et consanguinité des peuples, des origines des peuples camerounais. Même les médias n'en parlent pas. Tout le monde, c'est du blackout total. Mais l'origine, quand on essaye, il faut percer l'abcès et montrer à quel point ce travail est fondamental. L'origine des peuples au niveau du Cameroun, qu'on essaye de mettre en lumière ici, est fait à dessein. Est fait à dessein pour, n'est-ce pas, faire naître une prégnance en termes de constitution de l'État, en termes de revendication. Et donc, les recherches scientifiques aujourd'hui ne se basent plus dans la volonté de connaître, mais dans la volonté de faire savoir que j'ai été là avant toi, donc ferme ta bouche. Et donc, si on va dans cette lancée-là sur le continent africain, je doute fort qu'on arrive à l'unité. La recherche doit permettre à ce que les peuples s'émancipent, les peuples aient une pensée critique qui consolide ce que Hannah Arendt appelle la cohésion sociale. Et donc, moi, je m'inscris tout à fait en accord avec ce que Hannah Arendt propose et je m'inscris en accord avec ce que les chercheurs camerounais et africains essayent de proposer ici en termes de construction de l'unité africaine. Quant à savoir qu'on fait de la recherche, non pas pour l'aboutissement d'un projet idéologique
en déphasage avec les objectifs de l'édification d'un État existant qui devrait venir fragmenter celui-ci et la cohésion des peuples. On fait de la recherche pour l'émancipation des peuples, quant à ce que vous connaissez d'où vous venez. Oui, dans ce sens-là, oui, ça va. Mais si les questions cachées émergent de la recherche, c'est là où en Afrique, on va un peu se fouvoyer parce que ça va faire germer des problèmes. Et donc, le devoir de mémoire que vous convoquez ici est quelque chose de fondamental. Mais ça ne doit pas manipuler les peuples. Ça doit plutôt les entraîner vers la construction d'une pensée critique qui va consolider l'émergence de la cohésion des populations dans une sphère géographique bien déterminée. Donc, la recherche, pour faire simple, doit permettre à ce que le peuple d'un pays ne soit pas vu en chien de faïence, mais plutôt en osmose avec l'autre, au point de dire que nous sommes frères, voilà celui qui vient pour nous coloniser. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. L'Afrique du XXIe siècle ne sera plus un simple objet géopolitique, mais entre ses atouts jeunesse, ressources et ses défis, instabilité, dépendance, la question reste ouverte. Le continent sera-t-il le maître de son destin ou le terrain de jeu d'une multipolarité qui le dépasse? Qui contrôlera l'Afrique?